Alors maintenant, on va retrouver sur scène Caroline Gonin. Caroline Gonin, elle est responsable des formations et des curés. Elle est cavalière professionnelle de dressage et tout ceci au Haras de la Sens. Alors on m'a rajouté une petite citation. L'éthologie, c'est une méthode d'éducation, une façon d'éduquer son cheval pour une meilleure compréhension et une meilleure relation mutuelle. La philosophie du haras, c'est toujours mieux connaître l'animal, améliorer son bien-être et apprendre au cavalier à parler cheval. Et Caroline sera accompagnée de Céline Scritori, qui est ici, qui essayait d'échapper au micro, mais non, elle est là. Caroline, tu as une présentation? Oui. Un. Ah bah si, ça fonctionne. Bonjour à tous. Je suis ici pour vous présenter, parler de bien-être animal et évidemment bien-être du cheval en lien avec l'enseignement. Donc l'objectif, c'est d'échanger sur ces questions-là et de voir la place et le rôle de l'enseignant dans ces questions de bien-être animal. Pardon. La première chose, c'est faire un petit point sur ce qu'on entend par bien-être. Et puis ensuite, on ira sur les questions plus d'enseignement. Donc, premier point, différence entre bien-être et bien-traitance. Bien-traitance, c'est une notion qui est plutôt propre à l'espèce en général. Donc, on va parler de cheval aujourd'hui, à l'espèce cheval en général. Et ce serait l'ensemble des ressources mises à disposition d'un animal pour subvenir à ses besoins fondamentaux. Donc, c'est quelque chose qui est assez normatif. Ça s'appuie sur les 5 libertés. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces 5 libertés. On peut les passer rapidement. La première, c'est l'absence de faim, de soif et de malnutrition. Ça semble assez évident. Ça veut dire qu'on doit subvenir évidemment à ces besoins-là vis-à-vis du cheval. Concernant le cheval, c'est une alimentation, je dirais, en continu, essentiellement faite de fourrage. Ensuite, deuxième point, c'est l'absence d'inconfort. Donc par inconfort, on entend absence de stress thermique et physique. Donc c'est permettre au cheval, évidemment, d'être dans une situation de confort physique, de pouvoir se coucher dans un endroit propre et relativement confortable pour lui, de pouvoir se mettre à l'abri quand il est à l'extérieur des intempéries et du froid. Ensuite, point numéro 3, absence de douleur, de blessure ou de maladie. Ça, c'est plutôt tout ce qui a trait aux soins, qui englobe également la prévention au travers de la vermifugation, de la vaccination, du soin des pieds, etc. Quatrième point, et qui, à mon sens, est les 5 sont importants, mais celui-là nécessite une vigilance particulière, c'est la possibilité pour l'animal d'exprimer les comportements propres à son espèce. Par exemple, pour le cheval, d'avoir des contacts sociaux, de pouvoir avoir des moments de liberté, on le détaillera un petit peu plus après, et voilà, d'avoir un moment durant lequel il peut exprimer tout ce qui fait ce qu'il est. Ensuite, 5e point, l'absence de peur et d'anxiété. Donc, c'est procurer au cheval un environnement, je veux dire, serein et sécuritaire, qui lui permet au quotidien d'être apaisé et de pouvoir avoir une relation notamment avec ses congénères, mais aussi avec l'humain, simple et sans anxiété. Évidemment, ces 5 points, on n'attend pas... alors, c'est une grille qui nous permet à la fois de s'auto-évaluer, d'auto-évaluer la relation et la gestion qu'on a des chevaux. On n'attend pas que 100% du temps, il n'est pas faim, il n'est pas soif. Évidemment qu'il y a des moments où les chevaux ont soif, il y a des moments où les chevaux ont froid. Donc, c'est de façon globale et sur du long terme. Ces critères ne doivent pas être... observer de façon répétée et pendant longtemps. C'est l'idée des 5 libertés. Ensuite, deuxième point, donc le bien-être, qui lui est plutôt propre à chaque individu, qui est une notion plutôt multifactorielle et qui va dépendre de l'environnement et de la perception qu'a le cheval de son environnement. Donc, on peut avoir, parfois dans une écurie, on peut respecter au travers des 5 libertés la bien-traitance animale, et pour autant trouver des individus dans ce groupe qui vont être plus ou moins en situation de bien-être. Parce que chaque individu va avoir une perception différente de son environnement, de son rapport à l'humain,
voilà, de son rapport au monde en général. Et ça, c'est plutôt la définition du bien-être. Donc on est sur quelque chose de vraiment plus individuel. Cette idée de bien-être, elle se juge, elle se mesure au travers des besoins fondamentaux et notamment du respect du budget temps. Donc le budget temps, c'est l'emploi du temps sur une journée, sur 24 heures. On part du budget temps à l'état naturel. Donc on sait qu'aujourd'hui, nous évidemment, on ne détient plus les chevaux de façon naturelle comme ils étaient à l'origine, mais par contre, ils sont physiologiquement toujours faits comme ça. Donc leurs besoins sont toujours les mêmes. Donc c'est intéressant de partir de ce budget temps pour ensuite, après, essayer de le retrouver dans nos conditions domestiques. Donc premier point et point le plus important, c'est l'alimentation. Donc c'est 60% du temps. Le cheval s'alimente sur on le voit de longue durée, avec des petites quantités. Globalement, hein, il broute et puis il va piocher à droite à gauche d'autres choses. Évidemment qu'en conditions domestiques, l'alimentation, on la gère. Donc elle est de fait plus du tout la même qu'en conditions naturelles. L'objectif, c'est de se rapprocher le plus possible de ces conditions naturelles, donc notamment avec un accès aux fibres sur un temps le plus long possible, si ce n'est tout le temps. Ensuite, deuxième point, le repos. Donc ça, pour le coup, le repos, on est assez bon quand on les détient chez nous, parce que on leur permet, voire on les oblige pas, mais en tout cas, la détention fait que naturellement, ils peuvent plus se reposer. Mais c'est nécessaire qu'ils aient un endroit dans lequel ils sont confortables, où ils peuvent se reposer sereinement vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis des autres congénères. C'est quand même une part importante de leur journée. Ensuite, le déplacement. Donc, on entend par déplacement aller d'un point à un autre. Hein, le déplacement pour l'alimentation, parce que les chevaux broutent, vous le savez, hein, en marchant. Le déplacement pour l'alimentation n'est pas compté dans le point de déplacement. Donc, c'est cette capacité justement à faire ce qu'il veut, entre guillemets, et à bouger comme il l'entend à un moment dans la journée. Donc, c'est quand même 1h30 par jour. Bien sûr que le travail rentre dans le déplacement. Donc le fait que les chevaux soient mis au travail, ça coche une partie des besoins fondamentaux, mais il a aussi besoin de se déplacer de façon libre. Et puis l'observation. Donc l'observation, c'est équivalent avec le déplacement. L'observation, c'est la capacité à regarder son environnement. En conditions domestiques, c'est faire attention qu'on ne place pas le cheval dans un environnement trop stérile. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit surexposé non plus, mais le cheval a besoin d'être quand même sollicité, d'abord d'avoir des congénères, d'observer d'autres congénères et d'observer aussi une certaine activité. Donc ça, c'est important que le cadre et le champ visuel du cheval doit pouvoir lui permettre d'observer son environnement. Et puis les autres comportements qui prennent à peu près 1 heure dans la journée, que sont les comportements sanitaires, les comportements sociaux. Donc ça, c'est pareil, en conditions domestiques, on les régule. Les comportements de reproduction, on est bien obligé de réguler la reproduction, hein, sinon ça deviendrait un peu compliqué. En revanche, les comportements sociaux, on peut essayer de tendre vers ce qu'ils ont en conditions naturelles, c'est-à-dire des groupes, alors c'est des groupes familiaux en conditions naturelles, mais on peut essayer de recréer ces groupes en conditions domestiques. Ensuite, quelques outils, je vais dire précis pour évaluer le bien-être. Alors le premier, on est obligé de le dire, mais j'ai envie de dire, c'est quand on est déjà plus dans le bien-être, c'est plutôt les indicateurs de mal-être. Donc tout ce qui est stéréotypie, dans un sens apathie, dans l'autre sens hypervigilance, des chevaux très vigilants à leur environnement, très réactifs à leur environnement. Et puis de l'agressivité permanente, c'est-à-dire des chevaux qui sont toujours un peu les oreilles en arrière, envers leurs congénères ou envers les humains. Faut avoir en tête que le budget temps, on sait aujourd'hui, il faut pas être, on doit être honnête, on sait qu'ils seront plus dans des conditions naturelles, on n'a pas la capacité de remettre les chevaux dehors, d'abord parce qu'il n'y a plus de place et puis parce qu'on a besoin de les utiliser. Et les chevaux ont une capacité d'adaptation, on le voit, hein, puisqu'ils arrivent à vivre très correctement avec nous. En revanche, chaque effort d'adaptation prend un peu sur le respect des besoins fondamentaux du cheval. Donc c'est pas grave en soi, le cheval a cette capacité-là. En revanche, on doit être conscient que c'est quand même une balance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le cheval fait un effort d'adaptation,
On doit, de l'autre côté, essayer de lui apporter quelque chose pour que cette balance reste un équilibre gérable pour lui, pour nous aussi, hein, mais pour lui aussi, pour justement qu'il ne tombe pas dans des stéréotypies. Les stéréotypies vont arriver à un moment donné où on a enlevé quelque chose aux chevaux dans l'ensemble de ses besoins sociaux, de ses besoins fondamentaux, pardon. Autre outil, alors assez simple, j'aime bien ça parce que c'est deux moyens mémotechniques. Le premier, c'est plus pour les anglophones et le deuxième pour les français. Donc ce sont les 3 F, Forage, Freedom et Friends. Forage, c'est l'idée que le cheval est fait pour manger en continu et plutôt des fibres. Le freedom, c'est ce qu'on disait, la notion de liberté, d'avoir un temps où le cheval décide de son déplacement, à quelle allure, dans quel sens, et si oui ou non il se déplace. Et puis friends, c'est être avec ses congénères. Et en français, je trouve que c'est une bonne définition aussi du cheval, où parfois on se dit, mais finalement ce cheval, qu'est-ce que c'est ? C'est un herbivore social de plaine. Et si on a ces 3 aspects-là, on recouvre quand même la grande majorité des besoins sociaux. Pour les mêmes raisons qu'en anglais, un herbivore social, il a besoin de son groupe, et de plaine, il vit dans un environnement, naturellement dans un environnement très ouvert dans lequel il peut se déplacer librement. Donc voilà, gardez ces 3 termes à l'esprit quand on regarde sa gestion du cheval en général, ou de son troupeau de cheval, de son cheptel de chevaux en général. Après, des outils un petit peu plus, on va dire, normés et précis, si vraiment on veut passer au travers d'un protocole, il y a plusieurs protocoles qui existent. Donc, le protocole Welfare Quality, qui était au début un protocole plutôt pour les bovins, les porcins et les volailles, qui s'est ensuite qui a bougé vers le Awin Horse, qui était un protocole fait pour les chevaux. Et l'IFCE et l'INRAE ont créé le protocole Cheval Bien-être, qui est un protocole qui reprend les indicateurs du Welfare Quality, où c'est 4 grands principes découpés en 12 critères, de façon à balayer l'ensemble des besoins fondamentaux du cheval. On peut avancer à la suivante. Voilà. Dans cette même idée, il y a la charte du bien-être équin qui a été créée en 2016 par l'ensemble de la filière équestre. L'ensemble des acteurs ont décidé sur ces notions de respect des besoins fondamentaux de créer 8 mesures qui guident, qui encadrent la détention du cheval dans son ensemble, et qui est appuyé par le guide des bonnes pratiques. Donc c'est un guide qui est gratuit, il faut le souligner, parce que parfois les protocoles sont payants. C'est un guide gratuit qui détaille les 8 pratiques, les 8 mesures, et pour chacune des mesures, on a une auto-évaluation, des indicateurs très précis de ce qu'on voudrait voir, ce qu'on ne voudrait pas voir, de comment faire, des pistes d'action pour quoi mettre en place, quoi modifier. Et l'objectif, c'est vraiment de se dire, je pars de ce que j'ai, de ce que je fais, et se dire aussi, il y a plein de choses dans ce que je fais qui sont bien, qui correspondent, qui fonctionnent pour ma structure, qui fonctionnent pour mes chevaux, et comment je peux améliorer un petit peu ça dans ce que j'ai, avec les outils et les moyens que j'ai. Donc ce guide-là, il peut faire peur, il est un peu épais parce que les 8 mesures sont très détaillées, mais il permet de rentrer dans chacune des mesures selon nos besoins, et il est assez utile. Donc deuxième point de l'intervention aujourd'hui, c'est essayer d'avoir une réflexion sur cette notion de bien-être animal qui est quand même amenée par une réflexion plus générale de la société. C'est-à-dire que la société, il y a encore 10-15 ans, on se posait beaucoup moins ces questions de bien-être animal. Aujourd'hui, la société en général pose ces questions pour tous les animaux, et en l'occurrence pour le cheval. Et le cheval a une place particulière parce que il a participé au développement de l'humanité, et inversement, et l'humanité, enfin l'humain a impacté le développement des chevaux et de l'espèce cheval. Donc dans l'imaginaire des gens, le cheval est, même pour les non-équitants, le cheval est un être particulier. Il est pas tout à fait sauvage puisqu'il est domestiqué, et en même temps c'est pas vraiment un animal de compagnie. Donc il a ce statut un peu entre les deux qui attire beaucoup, et tant mieux pour nous. Il y a plus de 700 000 licenciés, mais il y a 2,7 millions de personnes qui disent monter à cheval. Donc c'est un chiffre énorme, et ça veut dire qu'il
Et au-delà de ces 2,7 millions, il y a tous les autres non-équitants qui sont quand même concernés par ces questions de bien-être animal et qui aujourd'hui nous posent des questions. On peut sentir ces questions comme des agressions parce que nous, on est professionnels, on connaît les chevaux, on sait gérer les chevaux. Je pense qu'il faut essayer de le prendre de façon plutôt positive et de dire ces questions sont légitimes. C'est normal que les gens se posent des questions sur nos pratiques, sur comment on utilise les chevaux et pourquoi on utilise les chevaux. Et qu'on doit aujourd'hui, parce que de toute manière la machine du bien-être animal est en marche et qu'on n'a plus trop le choix, on doit aujourd'hui essayer de justement devancer un peu ces questions et apprendre à répondre aux questions du grand public. Et les questions, elles viennent à la fois des cavaliers, des parents, mais aussi des gens qui savent un peu moins et qui connaissent un peu moins les chevaux. Et dans ce questionnement, l'enseignant a pour moi un rôle central et très important. D'abord parce que l'enseignant est une place centrale pour le cavalier, c'est-à-dire que le cavalier, l'enseignant est le référent du cavalier, qu'il soit débutant ou avancé dans sa pratique. Quand on a une question, on va vers son enseignant, et quelle que soit la question, que ce soit une question technique, une question de soins aux chevaux, de bien-être animal, le référent est l'enseignant. Évidemment, surtout chez le jeune public, vous devez bien le savoir avec les enfants qui viennent monter à poney. Ils ont un peu ce rêve de l'enseignant et c'est la figure. Tous les enfants ont envie de devenir moniteurs d'équitation. Donc c'est un rôle, ça donne un devoir, mais c'est aussi une force d'action, je dirais. Et l'enseignant est évidemment détenteur du savoir et aussi garant du bien-être des équidés. Alors parfois un peu à tort parce que les gens, enfin les cavaliers le voient comme ça et ils ont pas toujours, l'enseignant n'a pas toujours les moyens de gérer le bien-être, mais en revanche il est vu comme ça. Donc pour moi l'enseignant est vraiment le lien entre le monde équestre, la pratique équestre et la société, les cavaliers qui viennent au cheval. Donc il a un poids important. Ouais. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le public pose de plus en plus de questions. Vous avez dû en avoir. On a plein de questions qui sortent dans les clubs OK, pourquoi on monte les poneys, pourquoi on met des morts, et pourquoi lui il a les oreilles en arrière, et lui il n'a pas l'air content, et je trouve que celui-ci fait trop d'heures, et puis le cavalier est trop grand sur tel ou tel poney. Des questions, il y en a plein. Il va y en avoir encore. Et aujourd'hui, on doit bien connaître l'animal pour apprendre à structurer notre discours pour répondre à ces questions. Et ces questions, elles sont vraiment, pour moi, elles sont vraiment légitimes. C'est pas genre, je mets complètement à part les questions de défense des animaux, où là, OK, parfois il y a des questions un peu plus virulentes. Je parle vraiment des questions de cavaliers, de parents, de la société en général, qui vient de façon un peu candide dire OK, poser la question de pourquoi, après tout, on est quand même le seul sport à utiliser un animal. Pourquoi on utilise l'animal? Est-ce qu'on est légitime d'utiliser l'animal? Et je pense qu'on doit apprendre à répondre à ces questions-là. Et on a tous les moyens pour répondre à ces questions. Et le fond de la question n'est pas à poser. Je pense que on est tout à fait légitime de travailler avec les chevaux, mais on peut plus se contenter de dire c'est comme ça, dans les chevaux on fait comme ça, et puis voilà, c'est le milieu, c'est la façon de faire. On doit expliquer pourquoi on détient les chevaux, pourquoi on monte dessus, comment on fait, pourquoi on a choisi de les détenir de cette façon-là, comment on les éduque, etc. Donc ça, c'est encore le pauvre enseignant qui est en première ligne de mire. Et pour ça, ce que je disais, il faut une bonne connaissance de la nature du cheval, parce qu'il faut avoir des connaissances sur lesquelles s'appuyer. Donc on en a au travers de l'expérience, et l'expérience nous donne beaucoup de connaissances. Elles sont souvent empiriques et on est souvent un peu émotionnel avec ces questions-là. Donc on répond de façon un peu émotionnelle. Et c'est en ça que le savoir va nous aider à répondre de façon objective. C'est-à-dire qu'il faut vraiment éduquer le cavalier et tout son entourage sur ces questions-là. Donc nos réponses, elles doivent être construites. Et c'est pour ça que je reviens à cette question du savoir. C'est pas dire qu'on ne sait pas. Bien sûr que les enseignants sont formés, ils savent, on connaît les chevaux pour vivre au quotidien avec, mais il y a des choses qui nous paraissent normales, qui ne sont pas forcément pour des gens plus extérieurs. Donc cette connaissance du cheval solide,
est vraiment importante. Ensuite, le vocabulaire utilisé est aussi important. Il y a beaucoup de jargon, hein, dans tous les milieux il y a des jargons, dans le milieu équestre il y a un jargon un peu spécifique qu'on s'habitue à entendre et qui est acquis, mais qui parfois est déjà incompréhensible pour le novice, et parfois même un peu choquant pour des parents ou un public plus adulte. Donc je pense qu'il y a aussi un effort à faire, un travail à faire sur le vocabulaire qu'on utilise pour être précis, et puis à la fois dans notre technique et dans notre rapport au cheval, hein, d'utiliser des termes qui veulent dire quelque chose et qui transmettent ce qu'on souhaite dire. Donc ça, c'est important de veiller à son vocabulaire et de ne pas être trop, d'essayer de vulgariser au maximum, c'est-à-dire de parler un langage que tout le monde comprend et qui veut dire quelque chose. Et ensuite, expliquer notre pratique. Aujourd'hui, hein, ce que je disais, je pense qu'on n'a plus trop le choix que de l'expliquer. Et à la fois, encore une fois, c'est pas quelque chose de négatif. Pour moi, c'est une chance. C'est de se dire, OK, il y a ces questions de bien-être qui arrivent. Mettons en avant toutes les choses bien qu'on fait, parce qu'on fait plein de bonnes choses avec les chevaux. Le cheval est un levier extraordinaire pour véhiculer, vous le savez, toutes les valeurs de respect, de partage, de développement personnel. Donc mettons ça en avant, expliquons aux gens pourquoi on utilise les chevaux. On part du postulat où évidemment on a choisi de mettre le cheval, on a choisi de travailler avec les chevaux. À mon sens, c'est légitime. Si demain on dit plus personne ne travaille avec les chevaux, comme on disait, on n'a pas la capacité de les remettre dehors, donc les chevaux ont envie de disparaître, les gens vont arrêter d'élever des chevaux et puis on ne montera plus à cheval. Et je pense que le cheval et l'animal en général est nécessaire dans la société, et le cheval permet vraiment des millions de pratiques différentes. Vous avez chacun vos aspects et vos spécificités, et on doit expliquer ça. On doit expliquer pourquoi on travaille avec le cheval, comment on travaille bien avec le cheval, et c'est comme ça que les gens vont adhérer au discours. Et je dis, la connaissance engendre la compréhension et évite les critiques, parce que bien souvent, les questions qui nous sont posées le sont par manque de connaissances et pas par, méchanceté. C'est-à-dire que la plupart des gens demandent et questionnent parce qu'ils ne savent pas. Donc l'éducation du public en général est très importante, justement pour faire comprendre notre pratique et pour que les gens adhèrent. Et la plupart du temps, quand vous expliquez quelque chose, les gens disent bah oui, en fait, je comprends et ça devient logique et j'adhère au projet. Donc ça, avoir la connaissance d'abord pour ensuite la retransmettre. Donc ça passe par forcément se reformer un peu. Comment se former de nouveau? Il y a toute cette vulgarisation scientifique. Donc alors je sais que nous, gens de terrain, on n'aime pas trop les scientifiques parce que souvent ils font des études qui nous paraissent assez loin de notre quotidien et de notre réalité. Mais néanmoins, alors déjà c'est un peu moins vrai, il y a quand même des scientifiques qui font des efforts pour faire des études qui nous servent et qui sont dans ce dont on a besoin. Mais je dirais que la force de la science, c'est qu'elle nous donne des moyens objectifs pour parler au grand public. C'est-à-dire que ça a été mesuré, ça a été validé par la science, ça a été reproduit sur X chevaux. Donc on sait effectivement qu'ils ont besoin de contacts sociaux, qu'ils ont besoin de manger du foin, etc., etc. Et on peut, grâce à la science, évidemment élargir notre base de connaissances, mais aussi avoir un discours vérifié et objectif. C'est-à-dire que c'est pas nous personnellement qui disons ça, c'est alors les scientifiques, la jante scientifique, et puis ça a été mesuré et vérifié. Donc il y a différents moyens possibles, hein. Il y a les journées des sciences équines tous les ans, des salons, des webconférences. Il y a le site Wikipédia de l'IFCE qui est une mine d'informations qui donne plein d'articles scientifiques, résumés d'articles scientifiques, donc en plus c'est assez facile à lire, sur plein de sujets à la fois bien-être, technique, etc. Et puis si on veut aller un peu plus loin, il y a la formation universitaire. Bon, c'est encore une possibilité, hein, où là c'est plutôt tout ce qui est master et doctorat, ce sont les éthologues et vraiment les spécialistes du comportement animal. Et plutôt pour les professionnels qui sont déjà en activité, il y a aujourd'hui plein de formations qu'on appelle non diplômantes parce qu'elles ne sont pas encore reconnues par l'État, mais un jour viendra,
qui permettent, sur des formats plus courts et plus accessibles, justement de se mettre un peu au fait de ces nouvelles connaissances sur le bien-être du cheval, sur le comportement du cheval, et puis de pouvoir nourrir notre discours. Donc en conclusion, je dirais que le bien-être est aujourd'hui une question centrale à laquelle on ne peut plus déroger et qu'on doit prendre en compte. Je pense que ça passe par d'abord se former, élargir un peu nos connaissances et nos compétences, et puis apprendre à transmettre ces compétences, à vulgariser notre discours et anticiper un peu ces questions de bien-être animal en disant ok, j'informe déjà le grand public. Donc ça peut être, il y a eu plein d'idées d'affiches, sur les réseaux ou oralement, peu importe, mais je pense que c'est à la filière et à nous les enseignants de prendre les rênes justement du cheval ou de la charrette pour expliquer au grand public notre pratique. Si on veut pas que cette pratique soit expliquée par des gens qui sont peut-être moins compétents et moins connaisseurs que nous professionnels. Et la question du travail du cheval, elle reviendra peut-être, mais la question du travail du cheval, pour moi, elle est tout à fait légitime et elle s'explique très bien à partir du moment où voilà, on éduque le public au travers de connaissances. Je vous remercie pour votre attention. Alors moi, je voudrais juste 2-3 choses. C'est que d'abord, soyez persuadés que depuis très longtemps et depuis tout le temps, dans vos clubs, dans nos clubs, on est très au fait du bien-être équin, parce que si on ne prend pas soin des chevaux, eh bien, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas remplir leur mission. Le bien-être équin est abordé vraiment sur un axe assez culpabilisateur, parce que quand on regarde les besoins fondamentaux, eh ben, on s'aperçoit que l'utilisation du cheval dans le club, en compétition ou n'importe où, eh ben, ce n'est pas marqué. Tu disais tout à l'heure que quand on peut répondre à des questions objectivement et pas subjectivement, eh ben, on arrive à éduquer. Sauf que nulle part, on dit combien d'heures peut travailler un cheval. On sait que le travail chez un cheval, ça peut être difficile, comme pour nous. Je pense que tout le monde a envie d'éviter le fumier du lundi ou des travaux difficiles. Et pourtant, ça fait partie de notre vie. Le cheval travaille. Et comment on gère ? C'est pas parce que nous, on travaille qu'on est dans un mal-être humain. Donc le mal-être équin, ils ont le droit de travailler. Ils peuvent travailler. Si on te répond, combien un cheval doit travailler par jour ? Comment on gère justement ce travail ? Caroline, tu nous as dit d'avoir des réponses objectives. Nous attendons de ta part une réponse objective pour que nous puissions la ramener dans les clubs et répondre précisément aux personnes qui nous disent combien de temps peut travailler un cheval par jour et combien de temps au galop, combien de temps au trot, combien de temps au pas. Caroline, c'est à toi. J'ai 2 heures. Non, d'abord, c'est vrai que le premier point que tu mets en avant, c'est cet effet un peu culpabilisateur. C'est vrai que je trouve que c'est pas productif parce que je pense qu'on est tous ici d'abord parce qu'on aime les chevaux. Donc, personne n'a envie de maltraiter son animal, évidemment. Et c'est pour ça que souvent on réagit un peu négativement quand on nous pose des questions en disant mais pourquoi il me pose cette question ? Évidemment que je m'en occupe bien. Oui, mais c'est vrai que parfois il faut expliquer un petit peu plus sa pratique. Donc il faut mettre en avant et les choses qu'on fait bien, c'est vrai. La question du 2 heures, c'était une plaisanterie, hein ? Ouais, d'accord, ok. Je me dépêche. La question du travail, c'est un postulat de départ, comme je disais, c'est que est-ce qu'on est d'accord ou pas pour utiliser le cheval ? A priori, on est tous d'accord puisqu'on fait quelque chose avec les chevaux et je pense que c'est plutôt productif. La question du travail, c'est une question aussi sociétale, hein, où le travail est moins valorisé aujourd'hui qu'il ne l'était avant. C'est quand même, c'est un peu mal de travailler, quoi. Toi, t'es idiot, tu t'embêtes à travailler. Donc c'est sûr qu'il y a un côté pédagogique et éducation des gens à dire, mais en fait, par le travail, le cheval peut très bien aussi trouver du plaisir à travailler. Donc moi, je ne comparerais pas forcément à l'humain parce que les gens vont dire oui, mais vous pouvez choisir alors que les chevaux ne peuvent pas choisir. Oui, c'est vrai, mais le cheval, il est entraîné pour ça. Quand vous décidez de faire X heures le samedi, X heures le mercredi, vous décidez pas ça comme ça. Vous décidez parce que vous savez l'âge du cheval, vous savez quel entraînement physique il a eu avant, quelle capacité il a apporté. Vous connaissez la taille, vous connaissez le passif du cheval. Enfin,
il y a toute une réflexion autour de ça. Donc, c'est pas anodin. C'est pas, tiens, j'ai besoin du cheval. Ah bah là, oulala, j'ai un trou, j'ai besoin du cheval, je vais le mettre. Non. Chez les gens, on peut choisir de ne pas travailler ou pas? Faut accepter les conséquences. Mais... D'accord, ok. Donc on n'a pas le choix. Comme les chevaux. Voilà, le choix est relatif. Mais bien sûr que la question du choix chez le cheval, elle se pose toujours. Il y a souvent cet argument qui revient en disant oui, mais alors vous le forcez à faire ça. Je peux arrêter de le forcer, mais dans quelques années, il sera plus là. Et ma question, mon objectif, c'est pas de le forcer, c'est justement d'en faire un partenaire et de mettre tout en place pour que le cheval passe un bon moment quand il fait sa séance. Bien sûr que le bien-être équin, il existe depuis très longtemps dans vos clubs. Il existe aussi à la fédération depuis très longtemps aussi. Et d'ailleurs, on a une nouvelle grille d'évaluation. Zoé, tu me confirmes. Est-ce que tu peux intervenir juste 2 minutes, s'il te plaît, sur cette avancée, sur les travaux qui sont faits actuellement à la fédération sur le bien-être équin? Oui, merci Axel. Effectivement, c'est 3 éclairages que vous n'avez pas forcément. Donc à la fédération, bien sûr, le bien-être animal, c'est hyper important et c'est important pour nous de véhiculer sur des valeurs positives aujourd'hui. Donc Axel, tu disais, on a la mention bien-être animal qui existe depuis plusieurs années. Il faut savoir que la grille d'évaluation pour l'attribution de ce label, elle vient d'évoluer. Donc c'est quelque chose qui bouge, sur lequel la commission bien-être animal continue de travailler. On a aussi les brevets fédéraux d'équitation éthologique qui existent pour continuer à vous former sur ces sujets-là, qui sont également en lien avec la commission bien-être animal, avec des éthologues. Donc c'est des choses qui peuvent vous donner des clés, des éléments de langage, en tout cas pour aborder ces sujets-là au sein de vos centres équestres. Et puis pour finir, on a lancé des travaux avec des chercheuses, notamment une qui s'appelle Léa Lansat, qui s'appelle la thèse Happy Horse, qui en fait, plutôt que se concentrer sur les éléments de mal-être du cheval, va se concentrer plutôt sur les éléments positifs, les indicateurs de bien-être et de plaisir du cheval à l'entraînement, du cheval de sport à l'entraînement et en compétition. Donc voilà, on a choisi en tout cas d'aborder ça avec un axe plutôt positif pour montrer que les chevaux ne sont pas que dans la contrainte, mais qu'ils ont aussi du plaisir et qui sont acteurs vraiment de la performance et qui sont acteurs dans l'équitation. Merci. Céline, tu as fait une intervention qui était vraiment parfaite. Est-ce que tu as un mot à rajouter? Oui, juste rapidement, comme le disait Caroline, je pense que le rôle de l'enseignant, c'est vraiment de transmettre ces connaissances qu'on a sur le bien-être animal et sur juste comment fonctionne le poney, le cheval. Au Poney Club, on a mis en place en fait, on fait la semaine du poney et le dimanche, c'est la fête du poney. Et on a 2 soirées où on invite les gens à venir dans les prés. On a une 30aine d'hectares où il y a des poneys et des chevaux. Donc, en fait, tout simplement, on se pose avec nos clients, avec aussi les nouveaux propriétaires, parce qu'on a plein de personnes maintenant qui ont envie d'acheter des poneys et des chevaux. Et on va juste tout simplement prendre le temps, on se pose et on observe ce qui se passe. Et je pense que des fois, dans les clubs, on ne prend pas le temps de faire ça, d'observer les comportements sociaux des chevaux, d'observer qui s'entend bien avec qui, comment repérer leurs expressions. Je pense que c'est important de prendre le temps d'observer avec les clients et à la fin, justement, on fait ce temps d'échange où chacun observe, on fait un débrief et en général, on a aussi ces questions-là qui viennent et on essaye d'y répondre en tout cas au mieux. De répondre aussi, de dire aux gens, quand on ne travaille pas, on a plein de nouveaux propriétaires et on a des personnes qui des fois ne sortent jamais leurs chevaux des prés et ils vont avoir envie à un moment de monter dessus et là ils viennent me voir, ça marche pas, elle veut pas galoper, elle veut pas faire ci, elle veut pas faire ça. En fait, c'est juste normal et c'est aussi dans ces moments-là, on prend le temps de leur expliquer que le travail du cheval, ça va être aussi le bien-être. C'est comme nous, si à un moment on a envie de faire un marathon et qu'on s'entraîne jamais, c'est pas possible. Et physiquement, on peut avoir des douleurs justement parce qu'on bouge pas assez, nous aussi en tant qu'humains. Et un cheval, c'est pareil. On peut pas juste le prendre, monter dessus et pas faire tout un travail avant de préparation. Donc c'est important aussi de sensibiliser. On voit des fois des propriétaires qui passent tous leurs frais en fait dans les ostéos, dans la communication animale et tout. Pourquoi pas, c'est très bien. Mais par contre, si c'est pas complémentaire d'un travail du cheval, forcément à un moment donné, il peut avoir des douleurs qui viennent. Donc on a décidé maintenant de le faire en amont et en tout cas pendant la semaine du poney de le faire et de régulièrement être au contact des nouveaux propriétaires ou des enfants, des parents et de leur apprendre à connaître le cheval et ses besoins.
Merci, parce que quand on voit les besoins fondamentaux, on ne va pas revenir dessus, hein, mais on a l'impression qu'on s'adresse uniquement à l'animal de compagnie, hein, comme si c'était uniquement un Yorkshire, hein, parce qu'on ne voit pas. Et puis si on fait la transposition et un parallèle avec le bien-être humain, oui, repos, le lit, ok, observation, la télévision, lien social, etc. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas la vie du tout, et que dedans, la place primordiale, sans doute, dans le bien-être, c'est l'activité, le travail. Bah, c'est là où les éthologues vont nous aider aussi, c'est d'avancer sur l'importance de la relation avec l'humain, parce que je pense que l'avenir, c'est aussi ça, c'est la place du cheval dans la relation à l'homme, et comment se positionne l'homme vis-à-vis de l'animal. Et trouver justement, évidemment, des critères voilà, positifs pour dire que chacun, à la fois l'homme, alors l'homme on le sait un peu plus, mais le cheval aussi trouve du plaisir à travailler avec l'humain, si on respecte un certain nombre de critères. Ouais. Caroline, tu ne t'en vas pas tout de suite? Tu restes ce midi? Très bien. Donc, vous pouvez faire la liste des questions dont vous avez besoin de réponses objectives par rapport au bien-être équin, au travail. Donc, Caroline restera là tout cet après-midi pour vous faire la liste et les réponses objectives. Merci beaucoup à Céline, merci beaucoup à Caroline. On a pris beaucoup de retard, mais vous pouvez les applaudir très fort.